Le 11 septembre 1939, 12 jours après le début de la guerre, la France se trouve dans une situation d'attente prolongée. Alors que la « drôle de guerre » se poursuit, la stratégie française est marquée par une prudence calculée et une préparation continue face à une menace allemande toujours présente mais pour l'instant inactive sur le front occidental. Ce jour est caractérisé par des débats internes intenses sur la stratégie à adopter, des efforts de consolidation militaire, et une vigilance accrue face aux mouvements diplomatiques internationaux. Renforcement des positions et consolidation militaire. Le 11 septembre, l'armée française continue de se renforcer le long de la ligne Maginot, une série de fortifications conçues pour défendre la France contre une invasion allemande. Chaque jour qui passe voit l'arrivée de nouveaux renforts, ainsi que l'installation de nouvelles positions d'artillerie et de défense anti-aérienne. La ligne de défense devient de plus en plus une démonstration de la détermination de la France à résister à toute agression allemande. Le général Maurice Gamelin, chef d'état-major, reste fidèle à sa stratégie de défense prudente. Sa vision est claire, éviter tout engagement prématuré qui pourrait entraîner des pertes inutiles et préserver les forces françaises pour une confrontation qui pourrait s'avérer inévitable mais dont le moment reste indéterminé. Gamelin continue de recevoir des rapports réguliers sur les mouvements allemands, mais ces derniers indiquent peu de préparation à une offensive immédiate sur le front occidental. Cependant, l'inaction apparente commence à susciter des inquiétudes parmi certains officiers de l'armée française. Les discussions sur l'opportunité d'une action plus proactive, comme des raids limités ou des reconnaissances agressives, se font plus fréquentes. L'idée est de maintenir la pression sur l'Allemagne et de tester ses défenses, mais pour l'instant, ces suggestions ne reçoivent pas l'approbation du haut commandement, qui craint que de telles actions ne déclenchent une réponse disproportionnée de l'Allemagne. La vie civile sous la « drôle de guerre ». Sur le front intérieur, la vie continue de s'adapter aux réalités d'une guerre qui reste pour l'instant essentiellement une guerre d'attente. Les familles, désormais habituées à la séparation et à l'incertitude, poursuivent leurs efforts pour soutenir les soldats au front et pour s'organiser en vue d'une guerre qui pourrait durer bien plus longtemps que prévu. Les usines fonctionnent à plein régime, produisant des munitions, des uniformes et d'autres équipements nécessaires pour maintenir l'effort de guerre. Les journaux du 11 septembre reflètent l'état d'esprit de la nation. Le Figaro titre « L'épreuve de l'attente », évoquant la nécessité de rester patient et préparé malgré l'absence d'action sur le front occidental. Le Matin se concentre sur les efforts de mobilisation civile, mettant en lumière les contributions des communautés locales pour soutenir les troupes et maintenir le moral. L'Humanité critique une fois de plus le manque d'action des Alliés, tout en appelant à une résistance accrue contre l'agression fasciste. Le journal continue de mettre en évidence les difficultés rencontrées par les travailleurs dans les industries de guerre, qui sont sous pression pour augmenter la production malgré des conditions de travail difficiles. La Croix reste axée sur la foi et la solidarité, encourageant la prière et l'unité nationale en ces temps d'incertitude. Les émissions de radio continuent de jouer un rôle crucial dans la diffusion d'informations et le maintien du moral. Des mises à jour régulières sur la situation militaire, des messages de soutien aux familles des soldats, et des conseils sur la sécurité civile sont diffusés pour préparer la population à toute éventualité, renforçant ainsi un sentiment d'unité nationale. Répercussions internationales et évolutions diplomatiques. Sur le plan international, le 11 septembre est marqué par des efforts diplomatiques accrus pour clarifier les alliances et les stratégies. La France et le Royaume-Uni, tout en consolidant leur coopération militaire, cherchent à renforcer leur position sur la scène internationale. Des discussions avec d'autres pays européens neutres, tels que la Belgique et les Pays-Bas, se poursuivent, visant à garantir leur neutralité tout en les préparant à une éventuelle attaque allemande. En Italie, Mussolini reste dans une position de neutralité stratégique, malgré des sympathies claires pour l'Allemagne. Les forces italiennes sont en alerte, et des mouvements de troupes sont observés près des frontières françaises et dans les colonies d'Afrique du Nord. À Paris et à Londres, il y a une vigilance accrue quant aux intentions de l'Italie, car une entrée dans la guerre du côté de l'Axe pourrait compliquer considérablement la situation militaire des Alliés. L'Union soviétique, quant à elle, reste un acteur imprévisible. Staline observe la progression allemande en Pologne et évalue ses propres options stratégiques. L'ambassade soviétique à Paris maintient des contacts réguliers avec le gouvernement français, mais les intentions réelles de l'URSS restent enveloppées de mystère, augmentant l'incertitude quant à la direction que pourrait prendre le conflit. Aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt continue de s'engager pour une politique de neutralité, tout en reconnaissant la gravité de la situation en Europe. Le débat interne sur la meilleure façon de soutenir les Alliés sans entrer directement en guerre s'intensifie.
la possibilité d'étendre l'aide sous forme de matériel militaire et de fournitures est sérieusement envisagée, alors que l'opinion publique américaine commence à se polariser sur la question de l'intervention. Débat politique en France, divergence stratégique. Le 11 septembre, les débats politiques en France s'intensifient. Le gouvernement Daladier, bien que déterminé à maintenir une ligne cohérente, fait face à des divisions internes croissantes sur la stratégie à adopter. Certains membres du cabinet plaident pour une action plus décisive afin de montrer la détermination de la France et de remonter le moral de la population et des troupes. D'autres, cependant, restent fermement attachés à la stratégie défensive, arguant que la prudence est nécessaire pour éviter des pertes inutiles. Daladier, en tant que Premier ministre, tente de naviguer entre ces deux positions, cherchant à préserver l'unité de son gouvernement tout en répondant aux préoccupations croissantes de la population et des militaires. Les discussions au sein du gouvernement deviennent plus animées, reflétant les tensions et les incertitudes qui caractérisent cette période de la guerre. Le Parlement français voit également des débats animés, alors que les députés de tous bords politiques expriment leurs préoccupations et leurs critiques face à la gestion de la guerre par le gouvernement. Les appels à la solidarité nationale sont répétés, mais il est clair que des divisions commencent à émerger sur la meilleure stratégie à adopter à long terme. Conclusion. Le 11 septembre 1939 est un jour de réflexion stratégique et de consolidation pour la France. Alors que la « drôle de guerre » se poursuit sans combat significatif sur le front occidental, le pays se prépare à un conflit prolongé et potentiellement coûteux. Les tensions internes augmentent, tant au sein du gouvernement que dans la population, alors que les dirigeants français cherchent à équilibrer prudence et action décisive. Les décisions prises dans ces premiers jours de guerre auront des répercussions profondes sur le cours du conflit et l'avenir de la France. À mesure que la nation s'adapte à la réalité d'une guerre qui pourrait durer bien plus longtemps que prévu, les dirigeants français doivent naviguer entre la nécessité de montrer de la force et celle de préserver les ressources pour les batailles à venir. Les semaines et les mois à venir seront cruciaux pour déterminer le rôle que la France jouera dans cette guerre mondiale naissante.